Merci de choisir DBS pour vous informer. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a dévoilé lundi le nouvel exécutif. Ce premier gouvernement de l'Union sacrée souhaité par le chef de l'État est composé de 57 membres, Premier ministre compris. C'est un peu moins que celui de son prédécesseur Sylvestre Ilunga qui comptait 66 ministres. Les femmes occupent bien une place plus importante avec 14 portefeuilles et les nouvelles têtes sont bien présentes. 80% des ministres sont des nouveaux venus pour une moyenne d'âge raccord avec leur premier ministre, 47 ans. Toutefois, 10 ministres de l'ancienne équipe restent en poste. En ce qui concerne la répartition, l'UDPS de Félix Tshisekedi s'en sort avec la majorité des postes. Le LMC de Jean-Pierre Bemba et Ensemble de Moïse Katumbi, deux nouveaux partenaires entrés dans l'Union sacrée, occupent des postes stratégiques ainsi que les autres formations politiques. La nomination de cette nouvelle équipe constituée de personnalités toutes acquises au président congolais marque le couronnement de la bataille d'émancipation engagée contre son prédécesseur, Joseph Kabila, après l'éclatement en octobre de la coalition qui les liait depuis janvier 2019. En février dernier, le chef de l'État congolais avait nommé un nouveau premier ministre, Jean-Michel Samaloukondi, un ancien proche de Kabila, avant de voir un autre de ses partisans, Modeste Bahati Lukwebo, prendre la tête du Sénat 15 jours plus tard. L'amélioration des conditions de vie des Congolais et l'instauration d'un climat de paix sur toute l'étendue du territoire national, telle est la mission du nouveau gouvernement. Cette mission intègre les secteurs de la sécurité, la justice, de l'agriculture, de la pêche et l'élevage, de l'économie, du processus électoral, de l'infrastructure et du numérique. Le Parlement somalien a voté lundi pour prolonger de 2 ans le mandat du président Mohamed Farmajo. 149 députés avaient voté en faveur de la motion partant sur la loi électorale spéciale régissant les élections nationales. 3 députés s'y sont opposés et 1 s'est abstenu. La résolution donne à la Commission électorale nationale indépendante le pouvoir d'organiser des élections en moins de 2 ans, ce qui signifie que les États de la Fédération continueront de fonctionner pendant cette période. Selon la résolution adoptée au Parlement, les élections se dérouleront au suffrage universel. Le président Mohamed Farmajo, dont le mandat de 4 ans au pouvoir a officiellement pris fin le 8 février dernier, a salué la résolution du Parlement et appelé les citoyens à saisir cette occasion historique pour choisir leur destin, étant donné que le Parlement a voté pour rendre le mandat électoral au peuple. Selon lui, cela fait suite à l'échec des consultations entre le gouvernement et les dirigeants des 5 États de la Fédération qui visaient à soutenir la mise en œuvre de l'accord préélectoral signé en septembre 2020. Mais jusqu'ici, le président qui brigue un nouveau mandat n'est pas parvenu à conclure une trêve avec les dirigeants régionaux et convenir d'un calendrier pour élire de nouveaux responsables. Mercredi dernier, le gouvernement fédéral avait rejeté la responsabilité de l'impasse du scrutin sur les dirigeants des gouvernements régionaux du Puntland et du Jubaland. Le vote de la Chambre basse pourrait d'ailleurs être rejeté par l'opposition qui accuse le président Farmajo de faire délibérément échouer le processus électoral pour prolonger son règne. Toujours en Somalie, des milliers de familles subissent de plein fouet la rudesse du climat. La sécheresse a contraint environ 116 000 Somaliens à quitter leur habitation depuis octobre. C'est ce que relève un communiqué publié dimanche conjointement par le gouvernement somalien et l'ONU qui ont relevé les conséquences directes de cette situation, notamment une insécurité alimentaire généralisée, la malnutrition due au déplacement de population et aux maladies. Selon le ministère des Affaires humanitaires de ce pays de la Corne de l'Afrique, jusqu'à 2,7 millions de personnes ont besoin d'aide. À en croire la même source, dans les régions de Bakol et de Gédo, des enfants sont morts de déshydratation. Au total, 50 districts du pays font face au manque d'eau à des niveaux variables, de modérés à sévères. De l'avis des experts, il n'y a pas d'amélioration à l'horizon. Au contraire, les prévisions indiquant une 2e saison consécutive de précipitations inférieures à la moyenne d'avril à juin.
Au Mozambique, la crainte de nouvelles attaques terroristes dans le nord, l'ouest plane. Dans un communiqué, la société de conseil Pangé à risque a alerté qu'une nouvelle attaque terroriste serait imminente. Les analystes de cette société ont prévenu leurs clients d'une potentielle attaque dans quelques semaines contre la ville de Quintunda, près du site du projet Afungi. Pangé à risque s'inquiète également d'autres attaques à Palma, alors que les insurgés cherchent à reprendre le contrôle du territoire au nord de Mocimboa da Praia. Pour sa part, le gouvernement mozambicain a réaffirmé que l'attaque dans le nord est une attaque contre l'ensemble du pays. Le président Filipe Nyusi est contre une implication directe de la communauté internationale et souhaite que seuls des Mozambicains combattent les groupes armés. Lors d'un sommet extraordinaire de la SADC, il a toutefois préconisé le renforcement de la coopération en matière de surveillance transfrontalière. Depuis 2017, plusieurs groupes terroristes sèment la terreur dans la province de Cabo Delgado. La violence s'est intensifiée au cours des 2 dernières semaines après les attaques contre la ville de Palma. Des dizaines de personnes sont mortes et des milliers d'habitants ont été contraints de fuir. Dans l'actualité, 34 migrants sont morts après le chavirage de leur embarcation au large des Djibouti. L'annonce a été faite lundi par le responsable régional de l'Organisation internationale pour les migrations. Selon des sources proches de l'OIM, de nombreux enfants figurent parmi les corps retrouvés. Le bateau a quitté le Yémen avec environ 60 migrants à bord, selon les survivants. Le détroit de Bab el-Mandeb, qui sépare Djibouti du Yémen, est un lieu de fort trafic de migrants et de réfugiés où se croisent à la fois des Yéménistes fuyant la guerre et des Africains allant tenter leur chance dans la péninsule arabique. Le directeur de l'OIM pour l'Est et la Corne de l'Afrique a déploré la 2e tragédie de ce genre en un peu plus d'1 mois après la mort de 20 personnes dans ce même détroit de Bab el-Mandeb le 4 mars dernier. En religion, les fidèles musulmans ont entamé ce mardi 13 avril le jeûne du mois de Ramadan, un temps fort pour la communauté musulmane qui, comme l'année passée, devra s'accommoder aux mesures sanitaires en vigueur. La pandémie de Covid-19 oblige, le Kenya, frappé par une 3e vague plus virulente que les précédentes, a forcé le gouvernement à durcir les mesures. Le couvre-feu a été instauré de 20h à 4h du matin, ainsi que la fermeture des lieux de culte et l'interdiction des rassemblements pour les 2 prochains mois. En Ouganda, les croyants se préparent à des célébrations sans grand rassemblement. Ils doivent se plier aux mesures sanitaires. Distanciation sociale et restrictions liées au Covid-19 devront être respectées dans les mosquées, qui ne peuvent recevoir qu'une centaine de fidèles contre 300 avant la pandémie. En outre, cette année, les prières nocturnes du Ramadan seront limitées par le couvre-feu à 21h. Et puis en Égypte, les fidèles d'Allah ont aussi entamé le jeûne ce mardi. Une fois de plus, les musulmans vont être privés d'une grande partie de ce qui fait la spécificité du mois, car les autorités sont toujours engagées contre la pandémie de coronavirus. Dans tout le pays, le gouvernement tente de concilier restrictions et traditions. Cette année, les Égyptiens sont plus détendus. Pendant ce temps, au Nigeria, c'est surtout la flambée des prix des produits de grande consommation qui préoccupe les fidèles musulmans. C'est que chaque année, les commerçants profitent du Ramadan pour faire gonfler les prix des denrées de base. Face à cette situation que le fidèle musulman vit dans sa chair et surtout dans sa poche, les autorités religieuses ont demandé aux grossistes de ne pas faire augmenter les prix de la nourriture de manière disproportionnée. Voilà qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent mois de Ramadan à tous les musulmans.